Alors bonjour à tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Café Brousse. Donc pour rappel, les Cafés Brousse, c'est un temps d'échange qui est prévu dans le cadre du groupe de travail Pays en développement et biodiversité. Donc ce groupe de travail, il regroupe l'ensemble des acteurs français qui travaillent sur le sujet de la préservation de la biodiversité dans les pays en développement. Et on organise des Cafés Brousse de façon trimestrielle et en virtuel afin de permettre aux membres du groupe de travail de partager leur expérience, de présenter des projets en particulier et d'échanger avec vous à ces sujets. Donc, ces cafés brousse, ils sont enregistrés et ils sont mis à disposition librement sur la page YouTube du Comité français de l'UICN. Alors aujourd'hui, on accueille Mathias de Nature Conservation. Donc, il est vice-président et fondateur de Nature Conservation et biologiste avec une spécialisation sur les reptiles et les amphibiens. Et aujourd'hui, il va nous présenter sur comment la collaboration entre la recherche scientifique et les communautés locales, elles peuvent contribuer à la conservation en prenant le cas concret d'un projet collaboratif mis en œuvre en Amazonie andine au Pérou. Du coup, je laisse Mathias présenter pour environ une trentaine de minutes et ensuite on aura une trentaine de minutes d'échange. Donc n'hésitez pas à la fin de sa présentation à lever la main ou sinon à mettre, dès que vous avez une question, de la mettre à l'écrit sur le chat et on vous passera la parole par la suite. Mathias, je te laisse la parole. Très bien. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité aujourd'hui donc de faire cette présentation et d'avoir ce moment d'échange avec tout le monde. Donc je m'appelle Mathias de Zetter, je suis biologiste. Mes intérêts de recherche sont surtout sur l'écophysiologie évolutive et la biologie de la conservation. Et je suis cofondateur au sein de l'association française Nature Conservation, au sein de laquelle j'assure notamment la coordination scientifique de nos projets au Pérou, en Côte d'Ivoire et en France. Euh, je tiens à remercier Magali et l'ensemble du groupe de travail Pays en développement et biodiversité du Comité français de l'IUCN pour cette opportunité de présentation et d'échange. Nous sommes deux membres de notre association à être membres du groupe de travail, donc Clément Aubert et moi-même, Mathias de Zetter. Et donc aujourd'hui, je vous propose un échange sur cette question qui nous semble importante, donc comment la collaboration entre la recherche scientifique et les communautés locales peut-elle contribuer à la conservation? Et donc en partant d'une présentation de quelques résultats dans nos projets collaboratifs en Amazonie andine au Pérou. Donc pour commencer et pour introduire notre structure, Nature Conservation. Nous sommes donc une association française, loi 1901, assez jeune, donc depuis 2017, dont notre objectif et notre vision principale est de développer des projets de conservation avec une approche pluridisciplinaire, de manière à permettre des contributions à la conservation des écosystèmes de manière collaborative avec les acteurs et les organisations et communautés locales sur les territoires. Sont donc une association pour l'instant complètement bénévole, une quinzaine de membres, issus essentiellement du monde académique, de la recherche, de différentes disciplines, biologie, agronomie, sur différents taxons. Et ce qui unit vraiment notre vision et les différents projets qu'on mène dans cette structure, c'est une réflexion sur la vision et la méthodologie des projets de recherche et de conservation, notamment le fait de partir d'une phase d'identification des besoins et des enjeux de conservation locaux sur les territoires, donc en partenariat avec les différents acteurs habitant sur un territoire et dans un contexte donné, pour, après cette identification des besoins et des enjeux, pouvoir développer des projets via une méthodologie scientifique et une approche aussi pluridisciplinaire en croisant différents regards et différentes expertises pour pouvoir donc répondre à ces besoins et enjeux et donc surtout pouvoir informer la conservation et renforcer les capacités locales des différents acteurs sur les territoires et dans les projets. Donc, notre association est organisée autour de différents pôles et différents secteurs géographiques d'activité, notamment des actions qui sont localisées en France sur des questions d'inventaire participatif, de vulgarisation scientifique, de formation d'étudiants, différentes activités participatives à l'interface avec la recherche. Également, donc, des projets depuis le début de notre association au Pérou et en Amazonie andine, que je vais vous présenter en plus de détails aujourd'hui et également plus récemment, depuis l'année dernière, des projets de soutien à des initiatives de conservation communautaire en Côte d'Ivoire.
Donc aujourd'hui, dans le cadre de cet échange et de cette présentation, je vais surtout vous présenter les résultats de notre projet collaboratif au Pérou pour traiter de cette question. Donc, je commence par quelques éléments donc de contexte et d'introduction pour amener donc ce projet collaboratif qu'on mène en Amazonie andine au Pérou, euh, de manière à pouvoir aborder cette question importante entre la collaboration entre la recherche scientifique et les communautés locales pour contribuer à la conservation de la biodiversité. Donc, pour quelques éléments de contexte, donc le Pérou et les secteurs au sein desquels nous travaillons, c'est donc un pays où il y a énormément de biodiversité, énormément d'écosystèmes avec des écosystèmes côtiers désertiques, les hautes montagnes andines et le bassin amazonien, donc tropical, au sein desquels, pour des raisons biogéographiques, climatiques, il existe une très riche biodiversité, notamment sur la région de l'Amazonie andine, donc à l'interface entre les hautes montagnes des Andes et le bassin amazonien, sur ce gradient d'altitude entre ces deux types d'écosystèmes, où je présente ici sur cette carte l'abondance des espèces endémiques d'amphibiens dans la région d'Amazonie andine, où on constate qu'on est vraiment sur un point chaud de la biodiversité en Amazonie andine, avec donc de nombreuses espèces endémiques et également de nombreuses questions de taxonomie, de systématique, de description de nouvelles espèces, et notamment dans la région de San Martín, au sein de laquelle nous effectuons nos projets, ici entourés en rouge. Mais c'est également une région où les taux de déforestation sont très élevés et en croissance, en lien avec des processus d'expansion agricole, des migrations humaines et le développement de nouvelles cultures associées à de la déforestation, notamment des cultures d'exportation, du café, cacao, riz, des pâturages, de l'huile de palme, mais aussi des enjeux liés à la coupe sélective de certaines essences d'arbres. Et toutes ces actions de déforestation dans cette région ont de nombreux impacts sur la biodiversité et de nombreuses études renseignent aussi les effets à long terme sur les communautés et les populations d'espèces, notamment reptiles et amphibiens, pour reprendre cet exemple, pour lequel on a une grande biodiversité endémique. Mais cette région de San Martín au Pérou, c'est aussi une région où depuis plusieurs décennies, il y a un grand essor d'initiatives de conservation communautaire et volontaire. Donc ici, la région de San Martín, euh, pour le contexte, donc une région au sein de laquelle il y a beaucoup de déforestation, aussi associée donc à des migrations humaines et des personnes venant des régions andines qui sont installées dans cette région avec des activités agricoles et où il y a beaucoup donc de groupements agricoles et de groupements issus de communautés dans cette région qui ont pris l'initiative de démarrer des projets de conservation et de conserver leur propre territoire avec leur propre manière de les gérer, ce qui est reconnu par l'État péruvien via une modalité de gestion qui s'appelle donc des concessions de conservation, qui est donc une modalité où la gestion du territoire est déléguée aux communautés structurées sous forme d'associations, des plans donc, de gestion renouvelables sur 40 ans, avec des motivations très fortes pour conserver, liées à l'usage de la forêt pour des raisons traditionnelles, la chasse, l'usage des plantes, la mise en place de revenus via la forêt. Et c'est une région où ces structures et ces associations sont bien structurées et bien développées, avec le soutien d'acteurs locaux comme l'association AMPA, Amazónicos por la Amazonía, et structurées en réseau comme le réseau de conservation volontaire et communal de San Martín et à l'échelle nationale des réseaux plus importants également. C'est dans ce contexte que nos projets s'intègrent, où face à la rencontre de ces différents acteurs, nous constatons un contexte d'échange et de bénéfices mutuels entre les besoins des différents acteurs. Les communautés, par exemple, qui dans la mise en place de ces initiatives de conservation et de gestion ont différents besoins, notamment d'avoir une connaissance détaillée de la biodiversité pour les plans de gestion, la reconnaissance des initiatives, de pouvoir développer leur autonomie, leur leadership, gérer leurs propres projets, limiter certains risques et surtout obtenir de la reconnaissance et de la fierté pour le travail volontaire de conservation. Et de la même manière au Pérou, un contexte où la recherche scientifique a besoin d'accessibilité aux sites de terrain dans un contexte de financement limité, également de connaissance du terrain, des écosystèmes et des espèces locales dont les communautés sont des véritables experts, et aussi dans de nombreuses, pour la nouvelle génération de chercheurs péruviens et péruviennes, d'avoir des impacts concrets de la recherche pour la conservation. Et nous croyons donc, en ayant rencontré ces différents acteurs, qu'on est dans un contexte où les communautés euh, peuvent amener l'accès, leurs connaissances locales, leurs observations, leurs besoins et les questions au monde académique, et en retour,
la recherche scientifique, amener des informations utiles pour la gestion, la communication, le renforcement de capacités sur différents types de projets liés à l'écotourisme, la recherche scientifique. C'est donc dans ce cadre conceptuel qu'on a décidé et historiquement commencé à travailler dans la région de San Martín avec différents acteurs. Et aussi parce que l'historique en Amérique du Sud et notamment au Pérou part d'une situation où beaucoup de projets de recherche s'effectuent parfois avec peu d'impact de conservation, typiquement des stations de recherche biologique et parfois peu de collaboration avec les communautés locales, et donc peu d'impact en termes de conservation, des logistiques complexes et coûteuses, et une science parfois déconnectée des réalités du terrain et des réalités des personnes sur le territoire. Bien que cette situation évolue, c'est la situation historique dans cette région, mais aussi beaucoup d'initiatives de conservation, comme ces initiatives de conservation communautaire portées par les communautés locales, au sein desquelles l'intérêt et l'investissement pour la recherche est parfois limité, parfois pour des raisons de manque de financement et de moyens, mais aussi parfois tout simplement par manque d'intérêt, ce qui conduit à un manque d'informations, de données et de connaissances sur ces territoires qui sont gérés par les communautés, et donc parfois donc à la perte d'opportunités et de revenus potentiels en lien avec les bénéfices associés à la recherche scientifique. Dans ce contexte-là, le projet que nous menons dans cette région cherche à effectuer de la recherche pour la conservation, où la science pourrait bénéficier aux communautés et informer les démarches de conservation, et les connaissances locales, à leur tour, inspirer et contribuer à la science à travers une approche de science participative avec les communautés. Et le projet part donc d'une collaboration et d'un projet pluridisciplinaire et en partenariat avec différents acteurs du territoire. Premièrement, les communautés locales, les groupements d'agriculteurs qui portent les initiatives, structurés et soutenus par des partenaires locaux comme AMPA, Amazónicos por la Amazonia et les réseaux de conservation locaux, qui apportent la connaissance locale, les enjeux, les questionnements, le réseau et le soutien technique et logistique, et où nous intervenons plutôt comme catalyseurs et comme apportant des méthodologies scientifiques et des notions liées à l'éducation à l'environnement ou le renforcement de capacités. Et ce projet est également en partenariat avec de nombreux acteurs scientifiques locaux, des, des muséums, des universités au Pérou, l'association Alaranca Ecologia y Conservación, qui est une association de jeunes biologistes péruviennes et péruviens, qui sont des véritables experts locaux des questionnements scientifiques, de l'expertise taxonomique, connaissance des espèces, et qui apportent leur expérience sur ces questions et sur le territoire. Donc, dans ce contexte-là, du fait des échanges et des besoins et nécessités qui sont remontés via les communautés de conservation, nous sommes concentrés pour l'instant sur les reptiles et les amphibiens en raison des enjeux qui existent, notamment du fait que ce sont donc des groupes d'espèces pour lesquels il y a un manque de données et de connaissances dans cette région. Il y a pourtant une très forte biodiversité, du fait de la manque de considération de ces espèces dans les démarches scientifiques, mais aussi donc dans les démarches de gestion, aussi en raison de certains conflits qui existent avec les serpents venimeux notamment, donc un manque de considération, également des mythes et croyances associés à ces groupes d'espèces. Et l'enjeu de ce projet avec nos partenaires et la réflexion qui a été menée a été de développer un projet à l'interface entre la recherche et la conservation qui pourrait transformer cette peur et ce manque de considération sur ces groupes d'espèces en valeur et opportunités à travers de la recherche scientifique sur les questions de biodiversité, les espèces endémiques, différentes questions donc, de recherche sur cet axe, et également développer des projets en lien avec l'écotourisme, les services écosystémiques apportés par ces espèces, et les utiliser pour amener aussi des questions de bioindicateurs et générer de la fierté et de la reconnaissance pour les initiatives de conservation. Donc, dans ce cadre, le projet que l'on mène dans la région de San Martín au Pérou associe trois principaux modes d'action. Premièrement, la réalisation d'inventaires participatifs de biodiversité sur cet axe, associé à du renforcement de capacité des communautés et des différents gestionnaires sur ces thématiques, ce qui permet d'obtenir des listes d'espèces pour informer les documents techniques, les plans de gestion, la zonification et la planification pour la gestion des concessions de conservation, et aussi guider les communautés et donc les principaux gestionnaires vers l'autonomie et la gestion de leur propre territoire de manière informée avec ces questions d'inventaire de biodiversité, tout en permettant aussi l'implication des femmes dans ces structures, dans les travaux de terrain et les travaux d'inventaire. Également, plutôt un travail vraiment axé recherche, sur des questions de recherche en écologie, en taxonomie systématique, donc sur la distribution, la taxonomie de ces groupes d'espèces où il y a vraiment de nombreuses questions dans cette région du Pérou.
et donc beaucoup de questions en termes de taxonomie et de distribution, qui est donc piloté par nos partenaires académiques locaux. Et également, du fait, encore une fois, des besoins des communautés, la retranscription de toutes ces données et informations des inventaires et de la recherche à travers l'éducation à l'environnement pour générer de la fierté, de la reconnaissance pour les communautés et assurer aussi la durabilité et la continuité des projets en impliquant les écoles. Donc, depuis 2018, nous avons réalisé ces travaux avec 10 concessions de conservation dans la région de San Martín, des premières concessions au nord de la région en 2018, puis d'autres concessions plus au sud en 2019. Et après quelques années difficiles avec la pandémie et des échanges à distance, nous sommes retournés donc l'année dernière en 2022 dans les concessions avec lesquelles nous avions travaillé depuis 2019, puis dans 4 autres concessions, donc toujours en Amazonie andine. Et pour cette concession, Área Ciudades del Bajo Guayaga, une concession plutôt en basse altitude dans les plaines. Donc, pour chacune de ces concessions, après avoir travaillé avec nos partenaires sur l'élaboration du projet et des échanges à long terme, une session de terrain consistait techniquement à des inventaires de biodiversité rapides, avec quelques premiers jours d'échanges avec les communautés sur le terrain, des conférences et des prises de parole, réaliser des ateliers de renforcement de capacité et surtout planifier le travail de terrain, puis la réalisation des inventaires sur les sites préalablement identifiés et les différents écosystèmes au sein des concessions, donc avec des protocoles d'inventaire de biodiversité, mais également de recherche scientifique en fonction des questions. Donc de manière participative en impliquant les membres des communautés. Et de manière très importante, directement après la réalisation de cette phase de terrain avec les membres des communautés, un retour direct sur les premiers résultats préliminaires et d'autres phases de questionnement, de réflexion avec les communautés et d'autres ateliers de renforcement de capacité pour renforcer les différents éléments. Donc, une phase qui est particulièrement importante sur ce partage direct des résultats dès la première phase de terrain. Donc, ces sessions ont été réalisées dans l'ensemble des 10 concessions évoquées sur la diapositive précédente. Et s'ensuit également toute une phase de retour dynamique et d'échange à long terme avec chacune des communautés via des appels en visioconférence, des groupes WhatsApp et aussi des échanges sur le terrain via nos partenaires d'Aralanca ou d'AMPA pour concevoir différents supports et répondre aux différents enjeux et questions en étant présent toujours de manière continue après le terrain. Et donc, en termes de méthodologie, pour détailler plutôt l'aspect inventaire participatif, sur les reptiles amphibiens, c'est des méthodologies très simples et typiques, des inventaires opportunistes et des transects de jour et de nuit pour détecter les différentes espèces, avec la prise de mesures morphométriques, des coordonnées GPS, qui permettent donc de recenser les individus et également d'obtenir des données pour l'identification des espèces. Et la prise de photographie pour identification taxonomique des individus et de leur coloration sur fond blanc, ce qui permet aussi d'avoir des supports intéressants pour d'autres aspects du projet sur l'éducation à l'environnement, avec des traits spécifiques en fonction des groupes d'espèces à photographier. Et tous ces inventaires donc, sont participatifs et sont associés à des méthodes de renforcement de capacité où les membres des communautés qui assurent la gestion des concessions de conservation travaillent à toutes les phases du travail du terrain avec les équipes de scientifiques de Nature Conservation et de nos partenaires académiques péruviens pour donc apprendre et pouvoir réaliser toutes les mesures morphométriques, les prises de photos, les prises de points GPS et aussi être formés sur des notions plus générales liées aux méthodes scientifiques, aux inventaires de biodiversité, aux guides en lien avec l'écotourisme en fonction des projets portés par les communautés. Et toute cette phase est extrêmement importante pour amener vers l'autonomie ces communautés qui développent des projets de conservation sur les aspects d'identification des espèces. Et ça nécessite un certain nombre d'adaptations dans les protocoles et les procédures de recherche et d'inventaire scientifique pour qu'ils puissent être réplicables, travailler sur le terrain à de nombreuses reprises avec des personnes parfois novices sur ces méthodes, ce qui demande du temps, de l'énergie et parfois de répliquer des mesures, mais ce qui nous semble très important dans cette démarche participative. Le renforcement de capacité est aussi associé à des ateliers, à des échanges dynamiques. Donc, comme je le disais au début et à la fin des phases de terrain, pendant le travail de terrain. Et nous réalisons aussi des questionnaires, des enquêtes et la remise de certificats qui permettent de générer des opportunités professionnelles aussi pour les personnes participant à ces ateliers et à ces travaux collaboratifs sur le terrain.
Sur l'aspect recherche, les principales questions portées par nos partenaires du Muséum de San Marcos et de l'association Alaronca portent donc sur des questions de taxonomie et distribution, description de nouvelles espèces, des questions plus à l'échelle biogéographique ou systématique et taxonomie, mais également des collaborations qui portent sur la détection de maladies infectieuses chez les amphibiens, la maladie provoquant donc le chytride, qui a un fort enjeu de conservation aussi sur les amphibiens dans la région de l'Amazonie andine. Et tous ces différents protocoles scientifiques que je ne vais pas énormément détailler dans cette présentation sont aussi réalisés avec toutes les autorisations et permis nationaux avec nos partenaires. Et sont aussi donc des questions taxonomie, distribution et détection de chytride qui ont de fortes implications pour la gestion et la conservation et qui répondent aussi directement à des enjeux et à des besoins exprimés sur le territoire et par les communautés qui portent les actions de conservation. Sur la partie du programme donc associée à l'éducation, à l'environnement et la sensibilisation, les échanges réalisés avec les concessions avec lesquelles nous avons travaillé en 2018 et 2019 ont fait remonter certains besoins, notamment d'avoir des supports qui permettent de retranscrire les différents contenus des ateliers de renforcement de capacité, des résultats du travail portés par les membres des communautés sur le terrain avec nous, notamment sur les enjeux de la conservation des reptiles et des amphibiens, sur les serpents et les serpents venimeux où les enjeux sont multiples, liés à la santé, liés à la coexistence et au conflit humain-nature sur ces groupes d'espèces, ce qui nous a amené donc à co-construire avec les communautés et avec différents partenaires locaux une série de posters en grand format qui permettent de répondre à ces différentes questions amenées par les communautés, qui ont donc été remis dans chacune des concessions avec lesquelles nous travaillons. Et également un projet portant plutôt sur la retransmission de la valeur de la biodiversité des espèces locales avec les enfants dans les communautés et les écoles locales. Donc, un support que nous avons conçu en partenariat avec les différents acteurs et ce type de format, donc de livre de coloriage, qui présente de manière dynamique les différentes espèces à partir de photographies, de textes qui présentent l'écologie et la conservation des espèces et un dessin à colorier sur les espèces locales et les photographies des espèces présentes dans les concessions avec lesquelles nous avons travaillé, qui ont été donc identifiées avec les communautés. Et le choix d'espèces a donc été fait en fonction également des enjeux de conservation, de l'attrait ou des conflits potentiels qui existent entre ces espèces et les communautés. Et c'est un sujet donc qui est vraiment remonté des communautés parce que ce type de matériel pédagogique est assez peu accessible dans les communautés avec lesquelles nous travaillons. Et quand des livres de coloriage existent, ils sont souvent sur des espèces qui n'ont rien à voir avec le territoire et les écosystèmes locaux, des éléphants, des ours polaires ou des pingouins, et pas du tout la biodiversité très importante qui est présente juste autour de leur communauté. Donc, c'est aussi un support qui a été utilisé dans le cadre de nos travaux de terrain, donc après les phases d'inventaire et de recherche, avant et après, dans les ateliers. Nous avons également réalisé avec des partenaires, avec AMPA toujours, et également un partenaire français de Lost Compass, un court documentaire qui présente les enjeux et les raisons et motivations de cette collaboration entre inventaire, recherche et conservation communautaire, qui est aussi un très bon outil pour communiquer et transférer des témoignages et des ressentis entre les différentes communautés avec lesquelles nous travaillons, qui est donc aussi accessible en libre accès sur YouTube. Et donc, pour présenter les résultats de ce type de travail avec les communautés locales, la priorité et le premier résultat est tout simplement des inventaires, donc fournir des listes d'espèces et des informations relatives à leur état de conservation, des recommandations pour la gestion, qui sont des informations cruciales, notamment à la phase de reconnaissance des initiatives de conservation pour obtenir le titre de concession de conservation, mais aussi plus tard dans l'élaboration et le renouvellement des plans de gestion, donc de connaître la distribution des espèces et leur statut de conservation au sein des zones de conservation. Donc, le principal et le premier produit de ce travail collaboratif, c'est donc des listes d'espèces et des recommandations pour la gestion, et aussi donc un ensemble de photographies qui permettent de faciliter l'identification par les personnes sur le terrain, et aussi donc de renseigner en fonction des différents enjeux, les espèces endémiques, les espèces à statut de conservation particulier, ou les espèces qui ont d'autres usages qui sont utilisés et consommés pour la viande, ou avec lesquels il existe des conflits comme certains serpents venimeux.
Et donc, ces informations et ces données scientifiques et ces listes d'espèces sont également retranscrits et utilisés dans des actions concrètes et dans la gestion et la conservation sous différents formats. Ici, par exemple, un format qui est publié pour trois concessions avec lesquelles nous avons travaillé, de Field Guide Museum, donc de guide de terrain assez simple des différentes espèces rencontrées au sein des concessions de conservation, qui permettent d'avoir des supports assez simples à utiliser, qui présentent ces listes d'espèces de manière visuelle et qui permettent aux membres des communautés et aux gestionnaires des concessions de conservation de s'approprier ces données et ces résultats, de les partager avec de futurs et potentiels partenaires dans le cadre de collaborations scientifiques ou en lien avec l'écotourisme. C'est également une thématique qui a été, c'est également certaines espèces ont également retenu l'attention de certaines communautés qui ont choisi des espèces rencontrées pour modifier les logos et mettre en valeur la biodiversité de leur zone de conservation, comme la concession de conservation de Poumon Sapa. Et donc, l'ensemble de ces activités ont permis, dans ces 10 concessions de conservation, de former plus de 200 membres des communautés directement sur le terrain, donc d'effectuer les mesures, d'apprendre les méthodologies scientifiques via des ateliers et via les mesures directement lors des phases d'inventaire et de protocoles de recherche scientifique. Aussi d'impliquer donc les enfants des communautés dans l'utilisation des différents supports pédagogiques conçus avec nos partenaires, les posters pédagogiques, les livres de coloriage par exemple. Et les projets de recherche en taxonomie et distribution sont donc essentiellement pilotés en collaboration avec des partenaires académiques locaux, avec en cours la rédaction de plusieurs manuscrits sur la description de nouvelles espèces dans ces zones de conservation, des publications par rapport à l'extension d'aires de répartition de certaines espèces peu documentées, des notes d'histoire naturelle. Donc, une valorisation en cours à long terme permis, grâce au travail de nombreux étudiants et biologistes péruviennes et péruviens, notamment du Muséum d'histoire naturelle de San Marcos. Et cette valorisation sur le long terme, d'un point de vue recherche scientifique, se fait aussi en parallèle d'une valorisation en termes de communication qui informe les décisions de conservation et en communication directe avec AMPA, nos partenaires et des zones de conservation. Et donc, nos perspectives sur ces différentes zones de conservation au Pérou est de pouvoir continuer ce projet au long terme avec les différentes concessions, mais aussi de pouvoir adapter cette méthodologie de travail avec d'autres communautés, car il existe donc de nombreuses initiatives en Amazonie péruvienne, dans la région, mais aussi dans d'autres régions amazoniennes et avec d'autres partenaires qui les soutiennent, de pouvoir développer de manière plus élaborée aussi les projets de recherche à long terme avec les partenaires académiques péruviens sur les questions de suivi de population, les maladies infectieuses sur les amphibiens et des questions d'écophysiologie et de changement climatique sur ces espèces qui sont particulièrement vulnérables notamment sur ces territoires. Mais aussi un besoin qui émane et qui remonte des communautés et qui motive donc les perspectives et la suite de notre projet, et de pouvoir développer une stratégie de communication et d'éducation qui permettent de renforcer davantage les capacités des communautés et de favoriser les opportunités à partir des résultats de ces travaux de recherche et les résultats de ces inventaires de biodiversité. Et c'est donc un projet qui est toujours activement en cours, avec toujours donc cette phase de valorisation et la phase de recherche de financement pour continuer le travail à plus long terme et également avec d'autres communautés. Et un point important aussi qui s'éloigne un petit peu de cette question de collaboration, recherche scientifique et conservation, mais qui me semble important dans le cadre de ce projet, est la vision long terme que nous avons dans l'association, de pouvoir connecter les communautés entre elles pour favoriser la collaboration, ce qui se fait déjà dans le cadre de différents réseaux dans les régions dans lesquelles nous travaillons, et où, avec les communautés en Amazonie andine au Pérou avec lesquelles nous travaillons, la connexion se fait surtout avec des acteurs académiques et scientifiques et des experts locaux pour répondre aux enjeux de conservation et aux besoins identifiés. Nous commençons depuis l'année dernière à développer des projets en Côte d'Ivoire sur des thématiques assez semblables, avec des enjeux également de les connecter aux acteurs académiques et scientifiques. Mais notre vision à long terme serait aussi de pouvoir communiquer différentes communautés entre elles, car elles partagent des expériences partagées dans des contextes similaires et avec parfois des différences enrichissantes, et pourraient bénéficier de croiser leurs regards et leurs expériences et se former entre elles, dans le sens où une coopération sud-sud et entre des acteurs similaires serait d'autant plus pertinente. Par rapport donc à la présentation de ce projet, de ces différents exemples et de nos résultats, quelques bases pour réfléchir à cette question et à l'échange qui suivra.
certaines conditions, certaines limites identifiées dans le cadre de la réalisation de nos projets dans l'association, et notamment certaines conditions qui font que ces collaborations sont possibles et fonctionnent, dépendent notamment du fait que les initiatives sur les territoires soient portées directement par les communautés, les habitants du territoire, en fonction de véritables enjeux et questions de conservation, plutôt que par des questions de recherche déconnectées des besoins et des réalités locales. Également du fait d'un ancrage académique local, donc avec différentes structures qui portent des questions de recherche et des travaux académiques, et qui est surtout permis grâce à une entente et une écoute mutuelle entre des acteurs qui ont des finalités et des méthodes de travail très différentes, mais qui peuvent parvenir à s'enrichir de ces différences grâce à une entente et une écoute mutuelle. Et ce qui permet donc, grâce à la recherche scientifique, d'informer la conservation et de rendre l'autonomie et la reconnaissance aux communautés qui effectuent énormément de travail de manière bénévole et volontaire sur leur propre territoire, mais aussi de générer des opportunités et de créer un cadre favorable à la recherche dans un contexte où les financements sont limités et où l'accès à la recherche dans les universités péruviennes est parfois difficile. Et en s'inspirant donc des questions de conservation et des observations et des expertises des communautés qui connaissent réellement la forêt et leurs espèces, d'enrichir les questionnements et la démarche scientifique quand cette entente et cette collaboration fonctionnent. Par rapport à certaines limites, difficultés et enjeux dans ce type de collaboration que nous avons constaté, se pose notamment la question des différentes temporalités entre la recherche et la conservation, où nous constatons, via nos partenaires et via notre travail sur le terrain, l'urgence de certains enjeux sociaux qui motivent la conservation, l'urgence face à la déforestation, face aux besoins sociaux des communautés qui dépendent de la forêt, de par les nombreux usages qui en sont faits et en parallèle, le temps très long de la recherche scientifique, de l'analyse, du traitement des données, de la publication des manuscrits de recherche, qui sont donc sur deux temporalités très différentes et où des retours rapides et au fil de l'eau sont importants et nécessaires pour la conservation et les initiatives des communautés, et où les projets de recherche ont aussi besoin d'un temps long, d'une réflexion, d'un questionnement et du temps d'analyse et de rédaction. D'autres limites sur la réalisation concrète de ces projets par des associations comme la nôtre et par nos partenaires, et fait partie notamment de la nature et des modes de financement dans le cadre de projets vraiment axés sur la conservation, où des financements permettent parfois de financer, du moins en partie, le travail de terrain, ce qui permet l'acquisition des données de base importantes pour les démarches de conservation, mais avec souvent des financements très réduits ou qui ne prennent pas en compte ce temps long de la valorisation, des analyses, de la recherche scientifique ou même de la retranscription du travail de terrain vers la conservation et la gestion. Et aussi dans un contexte où les financements pour la conservation, notamment dans le cadre de ces initiatives portées par les communautés, sont souvent limités et où donc le financement de la recherche scientifique et des inventaires sur des temps plus longs sont souvent considérés comme non prioritaires par de nombreux acteurs, notamment dans un contexte où se pose la question de l'allocation du peu de financement face à des urgences sociales et des urgences de conservation, renforcer la capacité sur d'autres thématiques, la vigilance et la surveillance des forêts, la gestion ou générer des revenus via l'utilisation de produits forestiers, et donc d'autres questions qui sont parfois plus urgentes et plus prioritaires que des recherches scientifiques dont les bénéfices se voient plutôt sur un temps plus long. Et donc, voilà pour cette présentation. Je souhaitais donc remercier encore une fois le groupe de travail, le comité français et toutes les personnes qui assistent à cette présentation et à l'échange qui suit, et donc toutes les communautés qui portent les démarches de conservation avec lesquelles nous travaillons et nos différents partenaires, collaborateurs, financement. Et donc, ravi de pouvoir échanger et discuter à partir de cette présentation sur ces questions de collaboration, recherche, conservation. Merci beaucoup, Mathias. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vous invite à lever la main et je vous passerai la parole ou sinon à mettre un message dans le chat et puis on pourra retranscrire votre question. Voilà. Alors, il n'y a aucune question.
Ah si, Charlène. Oui, bonjour, merci pour la présentation, Mathias. Je m'appelle Charlène, je travaille pour l'association Volvert. On a travaillé longtemps à Sainte-Martine, justement, et on était d'ailleurs collaborateur de la concession de conservation Yanaya Kumatia, qui apparaissait sur la petite carte que vous aviez mis un moment, mais qui n'est pas dans la région de Sainte-Martine, mais dans la région du Loreto. Et du coup, on a développé des projets d'inventaire sur la base d'ADN. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez travaillé sur cette méthodologie ou collaboré avec cette méthodologie. Donc, d'un côté, c'était un peu ça la question, parce que je sais qu'elle est aussi très lacunaire d'une certaine manière, parce qu'elle ne prend pas en compte forcément la quantité des espèces. Donc, elle met pas en avant l'état des lieux de conservation des espèces. Donc, d'un côté, c'était avoir cette question-là, si vous aviez déjà fait ça. Et puis, de l'autre côté, c'était aussi un appel général pour dire que du coup, nous, on bosse là-dessus. Enfin, cette concession-là bosse là-dessus, en tout cas. Et que je sais on travaille avec l'Institut SpyGen, du coup, qui est un laboratoire privé là-dessus. Et eux, ils sont vraiment en recherche aussi de collaboration, comme toutes celles que vous avez mentionnées, pour enrichir le domaine de la recherche d'une manière générale. Voilà. Ok, merci beaucoup Charlène et enchanté. Donc justement, nous avons pu dans l'équipe de Nature Conservation échanger récemment justement avec Marion de Envolver également et Lottie, gestionnaire de la concession, rencontrer SpyGen. Donc on a quelques informations aussi sur ce projet et ces questions-là. Euh, donc nous, nous n'avons pas encore travaillé directement avec ces méthodologies d'ADN environnemental sur les concessions avec lesquelles nous travaillons. C'est une méthode qui peut être très utile et qui est prometteuse et qui permet, avec des méthodes assez simples dans le point de vue de la réalisation, de détecter un grand nombre d'espèces quand les bases de données locales le permettent, et qui est plutôt une bonne méthode pour avoir un premier screening et une première liste d'espèces, une première connaissance d'occurrence, de présence ou d'absence de certains groupes d'espèces, ce qui est un très bon point de départ pour ensuite générer justement d'autres opportunités sur des projets de recherche, sur d'autres enjeux, et aussi pour informer la conservation. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore eu l'occasion de développer, puisque donc c'est plutôt sur des questions différentes, mais qui est une très bonne base et qui apporte beaucoup de résultats préliminaires pour amorcer les démarches de conservation et de gestion, notamment savoir certaines espèces à enjeu, certaines espèces d'intérêt sont présentes. Euh, donc, dans notre cas, sur les méthodes moléculaires, les questions de conservation et de recherche sur lesquelles on travaille sont plutôt sur de l'ordre de la taxonomie et notamment résoudre des enjeux et des questions sur des espèces qui sont pas encore clairement définies, pas encore décrites, où on utilise ces outils plutôt dans un contexte de collection scientifique et de questions en taxonomie. Euh, mais donc voilà, c'est une méthode qui est très intéressante aussi et qui répond à d'autres enjeux. Et sur la zone de Yanayakumakia, on est aussi sur un contexte très intéressant avec beaucoup de biodiversité et beaucoup d'écosystèmes. On a quelques concessions dans les limites de la région de San Martín qui sont sur des écosystèmes similaires et qui ont vraiment des états de conservation très intéressants. Donc c'est vraiment un très bon contexte. Merci Mathias. Cécile, si tu as une question. Oui, alors déjà, un grand merci pour la présentation. Moi, j'avais une question pour savoir si, d'une manière ou d'une autre, vous travailliez ou vous envisagiez de travailler avec les autorités et locales et enfin, ultra locales, régionales ou gouvernementales pour, d'une manière ou d'une autre, que ça soit avec aussi des scientifiques locaux ou voilà, avoir des programmes qui permettent aussi de peut-être d'initier des projets d'air protégé ou en tous les cas que la conservation soit un enjeu politique plus large que simplement avec les communautés locales, même si c'est évidemment aussi très important. Je ne sais pas si ma question est Oui, claire. oui, ok, ça marche. Ben, merci beaucoup, Cécile, pour la question. Enchanté également. Euh, donc, par rapport aux collaborations et au travail avec les autorités locales, d'un point de vue politique et conservation sur ces régions,
Alors justement, les communautés locales avec lesquelles on travaille, euh, elles sont dans des démarches, soit déjà d'avoir des statuts de concession de conservation, soit d'être en train de les demander. Et c'est une démarche administrative qui est gérée notamment au niveau des autorités régionales et avec les gouvernements locaux, euh, qui est donc du coup déjà en collaboration avec ces acteurs-là. La reconnaissance du statut de concession de conservation est permis au niveau donc des autorités, au niveau de la région puis de l'État péruvien. Et donc, l'ensemble des résultats que j'ai présentés là, des listes d'espèces, de toutes les connaissances sur les espèces qui sont ciblées dans les inventaires, sont justement remontées aux communautés, aux partenaires locaux qui retranscrivent tout ça dans les documents techniques qui sont transmis à l'autorité régionale, qui juge ensuite donc de l'octroiement du titre de concession de conservation. Donc, on est une partie du travail en collaboration qui est surtout gérée donc par les partenaires locaux qui sont vraiment experts de ces démarches et qui accompagnent beaucoup d'initiatives. Et c'est ce qui permet justement la création de nouvelles aires protégées dans la région où de nombreuses communautés s'inspirent de ces démarches et parviennent à obtenir la reconnaissance de leur concession de conservation et donc d'avoir la gestion de leur territoire, ce qui permet aussi d'un point de vue politique des réactions sur le point de vue fiscal et judiciaire en cas de déforestation au sein des zones de gestion, donc ce qui est vraiment un renfort important. Donc il y a d'autres limites sur le soutien technique et financier qui est pour l'instant assez limité. Et donc aussi sur l'aspect collaboration avec des scientifiques locaux. Donc l'ensemble des projets est vraiment piloté en partenariat avec donc le Muséum d'histoire naturelle de San Marcos, qui est donc une référence académique locale, et aussi l'association Araranca. Et donc, tout ça se fait aussi avec le permis et les autorisations des services de recherche scientifique du Pérou, donc qui valident sous forme de permis tous les travaux que j'ai présentés aujourd'hui et où toutes les informations leur sont aussi remontées via des rapports et des échanges, donc pour informer voilà, la communauté scientifique locale. Et dans le cadre des projets de taxonomie où des collections scientifiques donc de certains spécimens sont effectuées, tous les dépôts, donc des échantillons prélevés, sont déposés dans le Muséum d'histoire naturelle de San Marcos. Donc, à disposition ensuite des différents projets de recherche au Pérou. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Mathias. Marion Imbert d'Envolver. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Mathias pour la présentation, c'était super, très très intéressant. Je pense très inspirant aussi pour nous qui travaillons au Pérou aussi, on va dire à la chevauchée entre les Andes et l'Amazonie. Moi j'avais une question par rapport à ces protocoles d'inventaire participatif. Est-ce que vous avez des méthodologies? Est-ce que vous avez choisi une méthodologie plutôt qu'une autre? Savoir un petit peu comment vous faites aussi pour choisir, entre guillemets, les personnes qui vont aussi vous accompagner. Est-ce que c'est basé seulement sur la motivation? Est-ce qu'il y a quand même une certaine base de connaissances que vous demandez? Savoir un petit peu comment vous réalisez ces inventaires communautaires. Merci. Merci beaucoup, Marion, pour la question. Euh, alors, sur la question des protocoles d'inventaire participatif, euh, on choisit donc des protocoles qui sont adaptés et pertinents par rapport au groupe d'espèces qui sont ciblés et au territoire donné. Donc, ce que je présentais pour les reptiles amphibiens, on a choisi des méthodologies assez simples de transect et de prospection visuelle libre dans différents écosystèmes qui sont préétablis et décidés avec la connaissance locale des communautés sur leurs concessions et de notre partenaire local aussi associatif. Et donc, ces protocoles, on a aussi d'autres protocoles de capture, de capture passive de reptiles amphibiens. Donc, tous ces protocoles-là sont choisis en fonction de certains critères, notamment du fait qu'ils soient simples et qu'ils puissent être dupliqués et réalisés par les communautés elles-mêmes ensuite via la prise de photographie, la prise de mesures basiques, de points GPS, etc. Mais surtout, par rapport à des protocoles classiques d'inventaire ou de recherche scientifique, on modifie les protocoles de manière à ce que les mesures puissent être répétées, prises par des réalisateurs et des scientifiques expérimentés qui puissent acquérir les données, puis aussi par les membres des communautés qui sont parfois novices pour prendre le temps d'apprendre les gestes et les procédures, tout en ayant les procédures les plus simples possibles et les plus faciles à réaliser. Donc, c'est plutôt des protocoles assez classiques qui sont
plutôt réadapté dans la manière d'être appliqué sur le terrain pour être participatif et être accessible à toutes et tous. Ensuite, sur le choix des personnes qui nous accompagnent, donc ça, c'est un choix qui est drivé principalement par les associations qui ont la gestion des concessions de conservation. C'est préétabli à l'avance lors des discussions, puis lors des phases de présentation du travail sur le terrain. Donc, ça remonte vraiment de la motivation et de l'intérêt des communautés. Il y a aussi des contraintes qui sont assez importantes en termes de temps de disponibilité, puisque c'est un travail donc, qui est encore une fois volontaire, comme l'ensemble de la gestion et de la conservation des concessions, donc qui est pris sur du temps de travail généralement agricole. Donc, on a souvent des groupes de personnes qui se relaient sur les périodes de terrain qui peuvent être assez longues, jusqu'à 7-10 jours. Et ensuite, sur les personnes qui nous rejoignent, on a donc vraiment des profils différents en fonction des zones de conservation, avec des personnes euh, très jeunes jusqu'à plus âgées. Et on accorde aussi une importance à créer des espaces et un contexte au sein duquel les femmes dans les communautés puissent participer et nous accompagner sur le terrain, ce qui est aussi un enjeu assez important dans la gestion et la prise de décision dans certaines des communautés. Donc, c'est vraiment les personnes qui nous rejoignent sont souvent complètement novices par rapport aux méthodes scientifiques, mais sont généralement des personnes qui sont des personnes qui sont très expertes en termes de connaissances de la nature, du terrain, des différentes espèces. Ce sont des personnes qui utilisent énormément la forêt et qui connaissent très bien la concession, qui nous accompagnent et qui effectuent aussi une grande partie du travail et de la reconnaissance du choix des sites. Donc, c'est des personnes, je dirais plutôt novices sur le point de vue scientifique, mais expertes par rapport à leur connaissance du terrain, de la forêt et des espèces. Et Mathias, si je peux me permettre de rebondir sur ta question, sur la même question. Est-ce que vous travaillez avec des communautés natives? Pour l'instant, sur les 10 concessions que j'ai présentées, ce sont des communautés qui sont essentiellement dites de colons ou de migrants de la région andine. Dans le cadre de la concession Áreas Inundables del Bajo Ayaga, qui est sur la partie basse de la région de San Martín, des communautés natives qui sont présentes autour de la concession et qui participent à la gestion, collaborent aussi avec nous directement. Mais c'est plutôt minoritaire dans la démarche que nous, on a entrepris pour l'instant, parce que d'un point de vue du contexte, la majorité des communautés sur ce territoire et qui portent ces initiatives sont des communautés donc andines qui ont migré dans les dernières décennies en Amazonie. Donc une seule communauté où il y a une collaboration, mais partielle pour l'instant, avec des communautés natives. Merci. Et on a une question de Grégory Breton dans le chat. Qu'en est-il des félins sur vos sites? Ok. En termes de félins, on a énormément aussi de biodiversité et d'espèces d'intérêt. Donc nous, c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé pour l'instant sur ces concessions, mais grâce au travail qui est porté par AMPA, d'autres experts locaux sont intervenus et ont réalisé des inventaires ciblant spécifiquement les mammifères. Et dans certaines de ces zones, on a eu notamment la détection de jaguars et d'autres félins sur les zones de travail, parfois de manière assez surprenante sur des corridors de montagne qui sont assez fragmentés et assez isolés dans un paysage qui est plutôt un paysage agricole déforesté. Et donc sur certains îlots relictuels de forêt d'altitude, on a quand même des populations de félins qui sont présentes, ce qui est très intéressant. On a donc, c'est pas un travail sur lequel nous on s'est focalisé, mais plusieurs experts ont déployé des méthodes assez classiques, dont caméra trap et suivi pour détecter des félins. Merci Mathias. Et il y a aussi une question de Véronique Audibert. Est-ce que vous collaborez avec de grandes ONG de conservation, type SOS de l'UICN ou d'autres structures au sein de l'UICN? Pas encore, pas pour l'instant. On est toujours ouvert à la collaboration et dans nos perspectives et le développement de notre association et de nos projets, pouvoir collaborer avec des structures qui sont plus grandes, qui ont plus d'ampleur. Mais pour l'instant, sur le projet que j'ai présenté aujourd'hui,
L'ensemble de nos partenaires sont pour l'instant des structures locales. Donc, on a des grandes associations régionales et nationales au Pérou, mais pas d'autres associations affiliées à l'IUCN ou de structures internationales. C'est vraiment l'essentiel de nos collaborateurs pour l'instant sont des structures péruviennes. Merci. Donc là, on a la fin des questions qui avaient été posées. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Il reste encore 5 minutes si des questions apparaissent. Donc n'hésitez pas. Marion, du coup, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Désolée, hein, c'est tellement intéressant que forcément, il y a plein de questions qui émergent. Surtout que voilà, sur Envers, on a un petit peu les mêmes intérêts, je pense, que Nature Conservation en termes de conservation communautaire et d'implication des communautés locales. Du coup, Mathias, peut-être une question qui, voilà, faudra peut-être voir aussi la factibilité de faire ça, mais je pense que ça serait super intéressant de pouvoir comparer un petit peu les différents résultats qu'on a pu avoir. Donc nous, quand on a fait l'analyse ADN environnementale dans la concession de conservation Yanayaku Maquia, avec les espèces de Saint-Martin sur les régions, voilà, sur les écosystèmes qui seraient assez similaires, peut-être en zone en selva baja. Je pense que ce serait vraiment très intéressant de pouvoir aussi croiser un petit peu ces recherches et peut-être enrichir aussi. Nous, ce qu'on a constaté dans les résultats, c'est qu'il y avait une très, très, très grande diversité de chauves-souris concentrées sur un même point d'échantillonnage. Donc, plus de 25 espèces différentes de chauves-souris. Donc, c'était assez impressionnant. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, des échanges un petit peu d'expériences et de résultats entre différents acteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et sur lesquels vous serez prêt aussi à échanger aussi vos pratiques? Mhm. Oui, merci beaucoup pour la question. Donc oui, on est complètement intéressé et on travaille justement dans cette optique de pouvoir collaborer et croiser les expériences et les résultats donc de d'autres structures sur le territoire. Et on est très intéressé par des collaborations avec Envolver et avec d'autres concessions de conservation dans les écosystèmes similaires. La majorité des concessions au sein desquelles nous avons travaillé sont plutôt dans des régions de plus hautes altitudes avec des écosystèmes et des groupes d'espèces assez différents. Mais une des concessions, donc celle de Selva Baja, vraiment des écosystèmes très similaires et ce serait très intéressant de comparer les groupes d'espèces et le nombre d'espèces présentes sur ces écosystèmes. Et c'est vrai que sur ces concessions de conservation, notamment celle-ci de Selva Baja, euh, je pense que à l'heure actuelle, on manque peut-être encore de données sur ces groupes d'espèces, notamment chauves-souris. Mais du fait de l'état de conservation et la présence de nombreux essences d'arbres très, très âgés et très bien conservés, on peut s'attendre aussi à une diversité de ce type d'espèces. Et on a aussi des observations qui remontent de l'expertise et de la connaissance des communautés qui savent où sont présentes ces populations et les espèces. Mais ce qui manque, c'est peut-être une formalisation d'un point de vue scientifique et la réalisation de protocoles pour obtenir ces listes d'espèces de la même manière. Mais c'est vraiment une optique qui nous intéresse beaucoup. Et la présentation que je vous ai faite aujourd'hui a été axée sur les reptiles et les amphibiens, mais c'est plutôt contextuel du fait des expertises qu'on avait au début de ce projet et aussi des enjeux qui ont été identifiés et remontés. C'est un groupe d'espèces où il y a très peu de données et aussi beaucoup d'enjeux sur cette région. Mais on est ouvert et on développe actuellement des projets sur d'autres taxons sont aussi tout aussi intéressants et avec d'autres types d'enjeux. Donc, on est tout à fait aussi capable et intéressé d'effectuer des travaux dans Nature Conservation sur d'autres taxons que reptiles et amphibiens. Merci Mathias. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Si on a d'autres, n'hésitez pas à lever la main. Il y a encore un tout petit peu de temps. Mais sinon, le replay de cette présentation sera mis en ligne assez rapidement sur la chaîne YouTube du Comité français de l'UICN. Et je crois qu'il y a une autre question dans le chat de Véronique. Donc, avec la population native, envisagez-vous de conduire une étude ethnozoologique? Alors, pour l'instant, sur la communauté native que j'ai évoquée, euh, on a une collaboration qui est partielle et c'est plutôt la communauté andine avec laquelle nous travaillons qui interagit directement avec elle. On n'a pas pour l'instant, nous n'avons pas vraiment effectué
de travaux de l'ordre de l'ethnologie, de l'ethnobotanique ou de ces thématiques-là. Je pense que notre expertise pour l'instant est plutôt concentrée sur les questions d'écologie et de biodiversité. Je pense que c'est des sujets qui sont passionnants et très intéressants et qui pourraient être des perspectives à plus long terme, effectivement. Mais pour l'instant, l'approche qu'on a eue sur ce projet a vraiment été de partir des enjeux et des questions qui remontaient directement des communautés et de voir comment une méthodologie scientifique peut y répondre. Et pour l'instant, c'est pas encore un enjeu qui a émergé vis-à-vis des communautés natives parce que c'est pas encore un acteur avec lequel on travaille directement sur le territoire. Cependant, un enjeu fort qui remonte beaucoup des conversations avec les communautés, même andines, qui sont sur le territoire depuis plusieurs décennies pour certaines, c'est l'importance qui est accordée à l'usage de certaines plantes, plantes médicinales notamment, ou autres essences et certaines essences d'arbres également. Et donc, c'est des questions sur lesquelles on serait ouvert et intéressé de développer des projets parce qu'il y a un enjeu qui est très fort et qui remonte beaucoup, plantes médicinales et leurs usages dans ces zones-là, où je pense que l'enjeu est plutôt de la connaissance et l'expertise locale est déjà présente. Les communautés sont expertes de ces thématiques et l'enjeu serait plutôt de le documenter, le mettre en valeur et s'en servir pour valoriser les initiatives de conservation qui existent. Bon, merci Mathias. Du coup, maintenant, on va conclure. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, qui sera disponible en replay et on partagera le lien sur la lettre d'actualité biodiversité et développement qui devrait paraître courant octobre. Et n'hésitez pas, si besoin d'avoir des contacts pour se mettre en relation, s'il y a des opportunités de collaboration qui s'ouvrent à la suite de la présentation de Mathias, on peut vous mettre en contact si vous n'avez pas vos contacts respectifs. Et sinon, bah, je vous souhaite tous un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et sinon une belle après-midi. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes et à tous pour cet échange très intéressant. Et effectivement, on est en pleine phase de développement et de développement de projets dans l'association, donc très ouvert à des collaborations sur d'autres thématiques, d'autres taxons et très content d'échanger dans le futur, donc disponible par mail avec plaisir. Merci beaucoup.